Bonsoir, bonsoir à tous. Merci d'être là pour la deuxième séance de notre cycle Boîte Noire que nous avons ouvert au mois d'octobre dernier, accueilli par la Maison de la Poésie en partenariat avec l'Université de Paris et la MEL, la Maison des écrivains et de la littérature. Cycle que nous avons ouvert avec Yannick Enel au mois d'octobre et que nous poursuivons ce soir sur la lancée de cette enquête que nous menons depuis deux séances avec Frédéric Berthet, au pays du cinéma, au pays du roman et du cinéma, voir comment, dans le roman contemporain, le cinéma est devenu un personnage de fiction, l'espace du cinéma, l'espace du film, l'espace du tournage, l'espace du making-of, de tout ce qui fait le cinéma, se combine aujourd'hui avec l'espace narratif du roman. Et en fait, au cours de ce cycle, nous allons voir plusieurs combinaisons de romans et de cinéma. Et aujourd'hui, nous accueillons donc Nathalie Léger pour un roman qu'elle a publié en 2012, Supplément à la vie de Barbara Loden aux éditions POL, roman qui lui a valu le prix du livre Inter, et qui est une nouvelle donc, combinaison de romans et de cinéma, une combinaison plus féminine que celle que nous avons explorée la dernière fois en compagnie de Yannick Enel, puisque au cœur du roman de Nathalie Léger vit un film, qui est un film de Barbara Loden et qui s'appelle Wanda, ou Wanda, selon les écoles, selon qu'on s'attache à l'origine polonaise du personnage, et alors on l'appelle Wanda, ou à son statut de femme américaine à part entière, et on l'appelle Wanda. Les deux existent. Et donc, ce roman de Nathalie Léger fait vivre ce film, fait vivre cette actrice, Barbara Loden, fait vivre le personnage qu'elle joue dans ce film qu'elle signe, puisqu'elle devient à l'occasion de ce film qui a été réalisé en 1970, réalisatrice à part entière. Elle avait été jusque-là seulement actrice, et là elle passe derrière la caméra, elle est devant et derrière, et en 70 donc elle réalise Wanda. Et ce film aura le prix de la critique au Festival de Venise, je crois. Donc voilà, cette entreprise de roman de Nathalie Léger va nous permettre d'aborder donc la combinaison du roman et du cinéma d'une manière un peu différente. Et je dois dire que quand on ouvre ce livre et qu'on le lit, on est d'abord très marqué par tous les habits documentaires dont il se part. Alors il y a l'enquête qui est menée sur les traces de Barbara Loden, il y a la perspective d'une notice qui doit être écrite par la narratrice et qui doit prendre place dans un dictionnaire du cinéma. Il y a aussi tout simplement le fait que Nathalie Léger est directrice de l'IMEC, l'Institut de la mémoire, Institut Mémoire de l'édition contemporaine, et donc l'archive est son métier. Et donc c'est vrai qu'on est très surpris, très happé au départ de la lecture de ce roman par la place du documentaire. Et d'ailleurs, sur la couverture du livre, il n'y a pas écrit roman. Donc à plusieurs titres, on se demande dans quoi on est très exactement. Et donc on va, pour commencer cette séance, peut-être regarder tout de suite un extrait. Donc on va regarder pour commencer un extrait qui se situe presque au tout début du film. Vous n'aurez manqué que quelques images et nous serons ainsi raccord avec le début du livre, Supplément à la vie de Barbara Loden, puisque le livre s'ouvre quasiment sur les images que vous allez voir. Nous prenons quelques précautions de vision. Ce film a été tourné donc par Barbara Loden en 16 mm. Dans des conditions techniques particulières sur lesquelles nous reviendrons. Il a été gonflé en 35 mm pour être projeté en salle. C'est un film qui est sorti dans les salles commerciales, film de fiction, presque 1h30. Et nous bénéficions ce soir en fait d'une version restaurée, qui a été restaurée l'année dernière, si bien que finalement, Nathalie Léger ce soir verra des images beaucoup plus définies et vous-même beaucoup plus colorées que celles finalement sur lesquelles elle avait travaillé pour son livre. Donc, premier extrait de film, s'il vous plaît, le numéro 2.
Alors Nathalie, Wanda n'est pas un film très connu du grand public, c'est un film rare. Et donc ma première question est de vous demander comment vous tombez sur ce film et comment ce film déclenche ce livre. Je crois que c'est comme les grandes rencontres, c'est toujours un moment à la fois hasardeux et miraculeux, en tout cas très inattendu. C'est vrai que c'est un film qu'on voit peu, qui est peu accessible. Il a été un peu plus après le livre, mais au moment où je le découvre, c'est tout simplement chez quelqu'un qui est un cinéaste, une amie, une cinéaste. Et c'était un soir, on cherchait un film à regarder, et il y avait cette DVD-thèque. Quelqu'un a pioché, pas au hasard, mais bon, presque, voilà. Et s'est exclamé, c'est génial, voilà, Wanda. Et donc, à ce moment-là, s'est engagée la petite discussion que vous avez évoquée vous-même. Mais non, pas Wanda, Wanda, selon qu'on le dit à l'américaine ou à la polonaise. Et alors, qu'est-ce que c'est ? Wanda, c'est l'histoire d'une femme seule. Mais non, c'est pas du tout l'histoire d'une femme seule. C'est un road trip à deux. Bon. Donc, tout le monde s'accordait sur l'idée que Wanda, moi je vais le prononcer à la française, que Wanda était un chef-d'œuvre. Et donc on a lancé le film qu'on regardait sur un petit écran plat, un écran de télévision. Et là, je dois dire que il s'est passé cette rencontre. C'est-à-dire que pendant tout le film, en fait, tout est sous le signe de ce qu'on vient de voir, hein. Je ne peux pas dire que je le vois pour la première fois, parce qu'en effet, là, je le vois comme je ne l'ai jamais vu. J'ai l'impression d'avoir nettoyé quelque chose. Mais la vieille pellicule ne faisait que confirmer, dans ce long plan séquence, ce qui relève de l'apparition du fantôme. Et donc, dès que j'ai vu dès qu'on a commencé, je suis rentrée dans une sorte d'apnée, et avec la certitude assez rapide que j'écrirais quelque chose, puisqu'au fond, en regardant ce film, je découvrais non seulement un personnage, mais surtout une actrice, une scénariste et une réalisatrice, Barbara Loden. Et c'est vrai que c'est au cours du film, dans le cours du film lui-même, peut-être dans ces quelques premières minutes, avec cette scène que vous venez de voir, que j'ai su que je ferais quelque chose. Alors, c'est vrai aussi que, comment dire, cette apnée que je dis, elle relève de quelque chose qui me paraît consubstantiel, au fond, à l'image, et en particulier au cinéma, mais qui m'avait été intéressée auparavant dans mon livre précédent avec la photographie. C'est plus fort encore avec le cinéma, bien sûr, et qui est la question de l'identification. À vrai dire, je suis peu cinéphile. Toutes mes rencontres avec le cinéma se font sur le mode du hasard et de l'amitié. Mais je crois que je suis peu cinéphile au fond parce que je suis au cinéma identifiée à tout. Je suis la corde dans The Rope de Hitchcock, je suis le papier peint dans les premières scènes de la vie conjugale. C'est un mouvement très passionné, très fatigant, et qui à la fois limite, sans doute, mais je sais que je ne suis pas seule dans ce cas-là, limite et ouvre ma relation au cinéma, et qui a créé cette adhésion immédiate. Hein. C'est à la fois une sorte de mouvement mélancolique. Ça touche parfois un peu à la psychose, être complètement identifié au sac de Wanda, qui est très, très important, et qui court dans tout le film. Mais c'est cette rencontre à l'intérieur du motif cinématographique qui m'a happée, hein, et qui ne pouvait au fond se résoudre, se traiter, se convertir, sortir de l'entre-soi, d'abord que par la rencontre avec un autre,
une autre en l'occurrence, Barbara Loden, mais aussi par la forme même de l'écriture. Puisqu'il y a un moment, voilà, il faut mettre à distance la chose, sortir de cette apnée, reprendre souffle et commencer à travailler. Alors dans ce travail, un des fils que suit le livre, immédiatement donc après ces premières pages, est finalement de nous faire voir Wanda. C'est un mot que vous avez employé en présentant le film. C'est aussi un mot qui revient beaucoup dans le livre. Je vois, je revois, je vois Wanda. Donc il y a, dans Supplément à la vie de Barbara Loden, à la fois une recherche du personnage de Wanda dans le film et également un autre fil qui est celui d'une biographie possible, la plus documentée possible, sur cette réalisatrice, scénariste et interprète, donc elle-même, du film Barbara Loden. Mais ce premier fil que vous tirez, celui qu'on va commencer de suivre maintenant pour ouvrir la séance, c'est le fil sur le film, c'est-à-dire comment est-ce que vous faites pour nous montrer ce film. Donc ça vient par fragments, pour dire à ceux qui ne l'ont pas lu ou pour le remettre en tête. Par fragments, le film revient dans le livre. Donc on peut penser que ce sont des fragments épars qui se déplacent, qui font un chemin. Et puis quand on connaît le film, mais aussi quand on lit le livre attentivement et qu'on est pris par finalement le film qui se déroule finalement sous nos yeux, on voit avec vous, ce qu'il apparaît, c'est que vous disiez, je ne suis pas cinéphile, en même temps vous connaissez extrêmement bien la structure et le rythme des images, puisqu'en fait ces fragments qui viennent se poser dans le film correspondent vraiment à chaque fois à des séquences du film, si bien que progressivement, le livre va dérouler, depuis le début jusqu'à la fin, le film de Wanda. Alors, dans ce mouvement, d'un côté, il y a une maîtrise, donc on a envie d'en savoir un peu plus comment vous faites avec le film, voilà, comment vous prenez des notes, voilà, comment vous faites pour être finalement aussi précise dans ce qu'on pourrait appeler, nous, l'analyse filmique. Vous décrivez des images. Et puis, finalement, vous trouvez une distance, pour reprendre les mots que vous avez employés, qui permet à la fois de décrire vraiment le film. Quand je vous lis, je le vois aussi, on voit le même film, c'est bien Wanda. Et pourtant, vous trouvez cette distance qui fait qu'on a l'impression que le rythme que vous mettez en place par l'écriture respecte également ou épouse, vous parliez de respiration, d'apnée, il y a une respiration dans le livre qui est le fait dont on a l'impression que vous aussi vous errez, vous marchez au pas en quelque sorte de Wanda. Et cette figure de l'airon, c'est une chose qui est très présente, à la fois dans la construction du livre, mais aussi peut-être dans le motif qui apparaît dans le film. Et c'est avec ce thème peut-être de l'airon que vous avez essayé de bâtir ce personnage de Barbara Loden. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses, mais je reviens. Non. Je reviens à ce que vous disiez, Nathalie. C'est vrai qu'on est là. Enfin, moi, je vous accompagne dans cette enquête entre le film et l'écriture. Et ce que vous me dites me fait penser à des choses auxquelles je n'ai évidemment pas pensé en écrivant le livre. Par exemple, la première chose que vous avez dite sur voir. J'ai la certitude qu'en effet, que mon désir, comment dire, que mon enjeu et mon désir, c'est de décrire, que j'écris pour décrire. Je l'ai dit d'ailleurs dans La robe blanche, mon dernier livre, mais cette question de la description, donc ce qu'on appelle en rhétorique l'exphrasis, c'est ça. Hein. C'est pas tellement raconter une œuvre d'art, il se trouve que ça l'est aussi, ça l'est devenu, mais initialement c'est ça, c'est l'exposé le plus détaillé possible qui permet de mettre sous les yeux. Et c'est vraiment ce que fait un romancier, un écrivain, quelqu'un qui s'empare de la prose. Et d'ailleurs, je dis la prose, peut-être que la poésie, c'est... et je crois d'ailleurs me souvenir que dans un film de Cocteau, on le voit mis en œuvre dans le film, Le Testament d'Orphée. La poésie, c'est au fond entendre, puis écrire. Et je reconnais que je vois et j'écris. Et quand je ne vois pas, je convoque quelque chose à voir.
je vois un sentiment, je le vois, je rentre au-dedans pour le considérer et l'écrire. Et donc ce mouvement de vue, et moi, il me paraît tout à fait essentiel dans mon travail, et vous me le faites apercevoir. En l'occurrence. Alors, après, il y a en effet un film que tout le monde n'a pas vu, qui va être au cœur du livre que je veux écrire. Et là, beaucoup de questions se posent. C'est-à-dire, comment faire pour parler de quelque chose que mon lecteur n'aura pas vu? Alors c'est vrai que j'ai imaginé d'aborder Barbara Loden par des moyens complètement, je dirais, tangents ou de biais. Imaginer, c'est un peu flou dans mon souvenir, mais à un moment, j'imaginais parler à sa place. J'imaginais des procédés narratifs. Parler à sa place, imaginer un livre entièrement écrit au jeu pour raconter ce qu'elle aurait voulu faire. Et là, tout de suite, je l'imaginais, mais ça me tombait des mains aussitôt. J'ai essayé plusieurs, juste la décrire entièrement, parler avec des chapitres sur sa robe, ses bigoudis, son sac à main, tous les accessoires de son itinérance, de son errance. Mais ça ne fonctionnait pas. Et au fond, à chaque fois, j'ai très envie, pour chaque livre, on va dire, j'ai très envie d'avoir une méthode parfaite. Vraiment, le système péréquien, plus encore le système oulipien, impeccablement, enfin, au cordeau. Je passe des mois, des semaines, des mois, peut-être même des années à chercher le système. Je ne le trouve pas et soudainement, je m'aperçois que le livre est déjà en train de s'écrire. Vaille que vaille, et ce n'est que quand je fais confiance à ce qui se fait, vaille que vaille, donc, que c'est, oui, quand cette confiance-là s'instaure, que je peux aller jusqu'au bout. Et donc ça s'est fait à partir de la description du film. Il a fallu que je plonge dans le film. Alors ça, c'est merveilleux parce que on peut minuter, agrandir. J'ai exploré chaque image de ce film pour arriver, par exemple, à retrouver les lieux de tournage. J'ai zoomé à mort, j'ai chronométré sans cesse, j'ai rempli des petits carnets, des grands cahiers, du minutage du film. Je suis rentrée dans cette matière-là. Et c'est en rentrant dans cette matière-là que j'ai pu non seulement la construire, mais je crois la déconstruire, c'est-à-dire l'inscrire, mais très naturellement, dans ce que vous évoquiez aussi, et qui, au fond, est peut-être la chose qui m'intéresse le plus. C'est cette question du rythme. Et là, je crois, au fond, si on essaie d'y réfléchir ensemble, comme l'on fait là, il y a finalement quand même pas mal de liens entre ce que c'est qu'écrire, ce que c'est que l'écriture et le film. C'est-à-dire, c'est avec des moyens complètement dissemblables, la même recherche, je le pense. Hein. En tout cas, moi, je le vois dans le travail, c'est-à-dire des scènes, des fragments, des immobilisations, des césures, des ruptures, des rythmes, des coulées. Et entre la frappe du texte, les consonances entre la fin d'un fragment et le début d'une autre, la fin d'un plan et le début d'un autre, les effets de montage et les effets de coulée dans le texte, quand on s'installe dans un plan séquence, par exemple, mais quand on s'installe dans un phrasé, dans l'organisation d'une phrase qu'on veut le plus sinuante à travers son sujet, ou au contraire le plus frappé. Ce travail-là, c'est, je pense, aussi celui d'un cinéaste, là, pour le coup, vraiment. Et ça, c'est une partie très importante du travail. Vous avez eu raison de le mentionner. Je ne sais pas si j'ai tout abordé, peut-être trop vite, peut-être. Si, très très bien, mais
peut-être comme on se déplace, ça va nous permettre de voir dans quelques instants justement une des figures dans le film, à savoir littéralement l'errance. Et on reviendra sur la façon dont cette écriture aussi paraît errer sous des dehors légers. On est dans une maîtrise très forte, vous l'avez dit, vous voulez tout connaître en effet du film, mais on a l'impression que le film, comme le livre, se déplace un peu chemin faisant. Mais avant justement de rentrer dans ce faux, possiblement déplacement, est-ce que vous pouvez faire un tout petit exercice que vous faites dans le livre, à savoir résumer vraiment le film pour ceux qui ne l'ont pas vu? On ne sait pas encore qu'il y a Hold Up, par exemple, à ce stade-là de la soirée. Peut-être vous pourrez raconter, parce que c'est un des enjeux du livre. Comment est-ce qu'on résume Alors, une ce que action? j'ai réussi dans le livre, je m'apprête à le rater devant vous, parce que c'est difficile. C'est donc l'histoire d'une femme. C'est l'histoire d'un road trip à deux. Tout ça. C'est l'histoire d'une femme qui part, qui quitte. C'est vraiment une série de, peut-être moins de ruptures que d'esquives. Donc c'est une femme qui part. On la voit dans un domicile, si ce n'est le sien, en tout cas dans un domicile. Elle s'élance sur les routes et elle y fera des rencontres, et notamment la rencontre d'un petit voyou qui va l'entraîner dans un projet de hold-up. 3 petits points, comme on dirait, pour maintenir le suspense. Vous pourriez préciser, elle quitte enfant et mari. Alors, elle quitte vraiment tout. Elle quitte ce qui fait dans ces années-là aussi. Hein, il faut remettre ça, ces années quand même 70, dans ce grand cinéma hollywoodien qui est quand même... Bon. Barbara Loden, je ne sais pas si on l'a dit, est la femme d'Elia Kazan. Son personnage quitte tout, c'est-à-dire qu'elle quitte sa maison et ses enfants. Hein, il y a une scène de tribunal où on la voit. Elle dit au juge, puisqu'il veut le divorce, laissez-lui le divorce. Pas un regard pour les enfants. Et elle s'élance sur les routes à travers ce paysage minier. Et elle va aller de rencontre en rencontre, mais vraiment comme une balle jetée dans un jeu dont elle ignore tout. Elle se confie, si on peut dire, à cette errance. Et elle va se construire dans cette errance, jusqu'à donc la rencontre avec ce petit tueur. Et peut-être, on peut dire aussi que Barbara Loden suit en cela un fait divers dont elle avait découvert le récit dans un journal en 1960, et qui racontait l'histoire d'une fille perdue, disait le papier que j'ai réussi à retrouver, qui rencontre un petit voyou et qui s'engage dans un projet de hold-up d'une banque. 3 petits points de suspension. Alors, 3 petits points. On va venir à l'extrait suivant. Vous avez vu, et nous avons vu, y compris dans le livre, Wanda est dans le lointain. Puis progressivement, le film se rapproche d'elle, mais également le livre. Donc on va voir une forme de rapprochement avant justement qu'elle rencontre le truand, donc avant aussi pour vous que l'action se corse. L'extrait suivant, s'il vous plaît.
que yo la quiero y es todo lo que tengo. Ave María, escúchame. Ave María, Ave María, te pido que no termine nuestra amor. ¿Estás durmiendo? ¿Estás durmiendo? Hey, did you see a purse here? Huh? Wallet. Cette errance et cette femme des années 70 que vous avez recherchée, celle qui voudrait qu'on lui foute enfin la paix, dites-vous. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Mais c'est assez intéressant parce que finalement, c'est le seul film de Barbara Loden. Hein. Et pourtant, elle vient toucher tout de suite, je crois, un motif. C'est pas du tout pour moi l'objet d'en parler dans le film. Je n'ai pas à avoir un rôle comme ça, un peu plus, enfin, une position d'extériorité théorique, je dirais. Mais si on parle de l'errance, j'ai l'impression qu'à ce moment-là, Barbara Loden touche quelque chose qui appartient à sa génération. Au fond, à un moment, l'art, la pratique artistique, quelle qu'elle soit d'ailleurs, elle vient se dégager un peu de l'espèce de flaque de réalité dans lequel on est plongé. Et à travers certaines configurations, et privilégiées parfois selon les époques, elle vient nous dire un petit peu, elle vient en dire un peu plus long sur ce qui se passe, sur ce qu'on vit. Et de même, peut-être que dans l'après-guerre, la question de la défiguration a été très importante, sans faire de généralité du tout. Mais là, on voit bien comment l'errance est une des figures de la modernité. Il y a Kerouac, évidemment, en 56, mais à partir de ces années-là, c'est quand même à partir de ça qu'on dit quelque chose du sujet contemporain. Et Barbara Loden, très justement, se saisit de ce motif de l'errance et elle y jette une femme, ce qui n'est pas rien. Parce que bien sûr, il y a le grand récit de l'homme errant, ça s'appelle un cow-boy d'ailleurs, un lonesome cow-boy. Il y a toujours une visée, au fond, assez morale, hein. Il erre parce qu'il va venger, réparer, refaire le monde et il sera rendu à son essentielle solitude. Là, il y a au fond quand même quelque chose de beaucoup plus, je trouve, désastreux et il y a une puissance dans ce désastre. Peut-être que la scène que vous choisissez, enfin, ça n'est qu'une étape. Il y a quand même dans le film, on le voit, comme des cercles d'une divine comédie, enfin disons en tout cas les cercles de l'enfer et du purgatoire. C'est-à-dire que toutes ces étapes dans la ville, hein, dans l'urbain,
Barbara Loden les construit je trouve très précisément, au fond assez soigneusement, et le film avance à travers ces étapes. Et dans l'errance qu'elle met en scène, je disais ce désastre parce que quand même ce que vit Vanda, c'est une expérience personnelle, psychique, on le sent bien, qui est difficile, douloureuse, mais il y a l'idée d'une épreuve, c'est là-dessus qu'elle a vraiment travaillé, c'est ça que raconte le film, c'est ça, je crois, que racontent toutes les errances, c'est-à-dire l'épreuve au fond d'un dénuement, et on le voit là, elle perd petit à petit tout, d'un dénuement et d'une rencontre. Et je crois d'ailleurs qu'en ce sens, on peut dire aussi que sous les apparences de l'attachement, moi c'est ça qui me touche d'ailleurs, hein, de l'attachement de Barbara Loden à son personnage, parce qu'il a fait d'un attachement intime. Barbara Loden n'a pas cessé de dire c'est moi, it's me, tout le temps, c'est moi. J'étais seule à pouvoir la jouer parce que c'est moi, parce que c'est ma vie. Hein. Donc cette identification que j'évoquais au début, elle a quand même une dimension politique, je le crois. C'est-à-dire que cette errance, ce désastre, et on peut le dire justement parce qu'on peut dire en face épreuve je ne sais plus ce que je disais, dénuement et rencontre, mais aussi épreuve de... Voilà, est-ce que Barbara, et la fin le dit merveilleusement, la fin du film, l'image que Barbara Loden a choisie le dit, est-ce que toute cette errance, ou plus exactement ce déplacement, est-ce que ce déplacement permet un éveil, ou relève de l'éveil, ou relève de l'illusion? Ce sont autant de questions que pose le film à travers la figure qu'il a choisie. Le film, donc qu'elle a choisi, la réalisatrice, la cinéaste de l'errance. Et vous, Nathalie Léger, vous choisissez aussi par l'écriture de faire entendre une voix. On perçoit possiblement dans les extraits que nous avons pu montrer jusqu'à maintenant combien c'est un film très très visuel, avec des déplacements d'un personnage dans l'espace, progressivement des actions, on vous a parlé d'un hold-up, mais vous avez pu percevoir comment ce film parle très peu. Il y a une ambiance sonore toujours, mais pas de musique, quasiment, sauf qu'effectivement, quand elle va au cinéma, qu'elle entend de la musique, ou c'est de la musique diégétique, on ouvre un transistor. Et pour vous aider finalement à reconstituer cette voix, vous avez emprunté toutes sortes de procédés, on y viendra dans pas si longtemps, mais vous avez aussi essayé d'écouter d'autres voix, notamment des voix dans des films qui justement sont adossés à une écriture, ce qu'on appelle de la voix off, et notamment il y a un film que vous avez souhaité que nous regardions ce soir, un extrait, The Savage Eye. Vous voulez introduire l'extrait ? Oui, The Savage Eye, alors Vanda, chef-d'œuvral, comme a dit quelqu'un que j'ai entendu à la sortie d'une projection de Vanda au Louvre, et je me suis dit, je vais jamais arriver à écrire quoi que ce soit sur le film. Donc Vanda, chef-d'œuvral, mais alors The Savage Eye, c'est tout aussi incroyable. The Savage Eye, c'est un film qui a été fait en 1960 par 3 hommes, d'un noir et blanc extraordinaire, et qui raconte aussi l'errance d'une femme. Et il a la particularité, c'est une femme qui a divorcé, qui débarque à Los Angeles, et tout le film va être ça, là aussi un voyage assez dantesque dans la solitude, dans l'épaisseur d'une solitude, hein, ce que raconte aussi Vanda. Et il y a une particularité, en effet, vous parliez de voix, c'est que c'est un film en double voix off. Moi, je ne connaissais pas ça, mais la voix off, c'est celle d'un homme et d'une femme. C'est une grande œuvre documentaire, mais dont la forme est très romanesque.
Where are we going? I don't much care. To the past or the future? To the 7 layers of Troy? To London burning by war? Or Rome of the circus and the catacombs? To Athens, Los Angeles, the cities of the moon? Not hardly. I only paid $1.25. You, Yes? don't go away. I had to divorce him, don't you see? It was awful. Fred in the office, Sunday afternoon. And the green files, locked. And this woman, locked, pressed, glued together, belly against belly, tongue against tongue. I wanted to wish myself 1,000,000 miles away. Why? Oh, the telephone, and the kind relatives, and the sad, hateful friends. I ran away. See nobody, talk to nobody, and wait out my year. Alors Nathalie, vous l'avez dit, Barbara Loden était l'épouse d'Elia Kazan. Au moment où elle réalise Wanda, elle est encore mariée avec lui. Et elle a fait 2 apparitions dans la filmographie de Kazan. L'une qu'on voit en ce moment, où elle joue le rôle d'une secrétaire dans un film de 1960 qui s'appelle Wild River, et où elle a évidemment les atours d'une jeune actrice, pas tout à fait blonde encore, mais sans aucun débordement. Et 1 an plus tard, elle figurera dans un autre film d'Elia Kazan qui s'appelle Splendor in the Grass, La fièvre dans le sang, dont on va voir un extrait tout de suite. Et ce qu'il faut savoir, c'est que donc elle est mariée à un monstre du cinéma hollywoodien qui la cantonne dans une certaine catégorie d'apparition et qui fera un film qui s'appelle L'Arrangement, où il a failli lui donner un rôle et il ne lui donne pas un rôle. Et il prendra à la place Faye Dunaway, hein, c'est ça, en 69. Oui, c'est-à-dire il a failli lui donner le rôle qui était le rôle de sa vie. C'est-à-dire Kazan a écrit un livre qui s'appelle L'Arrangement, qui est un roman, mais ultra biographique et dont le personnage féminin principal est vraiment le décalque de leur histoire à tous les deux, lui et Barbara. Le personnage, et on trouve beaucoup d'éléments biographiques d'ailleurs dans le livre L'Arrangement. Et au moment où il en fait un film, il est question que ce soit Barbara qui joue le rôle, et au dernier moment, la production, en tout cas le système, Kazan compris, bah non, finalement ce sera Faye Dunaway. Et Barbara en conçoit une certaine amertume. Donc on finit par se demander si Wanda n'est pas une forme de dépit. Alors, en effet, Wanda, j'aime bien qu'on dise chacune une interprétation de la phonétique. C'est vrai que c'est à peu près à ce moment-là, alors qu'elle avait eu l'idée depuis donc, les années 60, en trouvant cette coupure de presse, elle avait eu l'idée de faire le film, n'avait pas peut-être osé, n'avait pas trouvé les financements. Mais en tout cas, à partir de ce moment-là, Wanda se construit très rapidement. Hein. L'argent est trouvé, même pour une petite production, il fallait quand même le trouver. L'argent est trouvé, le film est tourné. Hein. On pourrait penser en effet qu'elle puise dans cette immense déception. C'était majeur hein, pour sa carrière d'actrice. Dans cette immense déception, une forme d'énergie pour accomplir ce qu'elle désirait. Il faut aussi dire, c'est la petite histoire, mais c'est que Faye Dunaway était sa doublure quand elle avait joué After the Fall au théâtre, la pièce de Miller. Voilà, Faye Dunaway était en coulisses et attendait que Barbara Loden puisse tomber malade pour reprendre le rôle. Et là, que la doublure qui, entre-temps, a joué dans Bonnie and Clyde avec le succès énorme, autre film d'errance, mais très, très fabriqué, et que Barbara Loden n'aimait pas du tout, mais là, je m'égare. En tout cas, avec Faye Dunaway, il y avait en effet il y a eu une blessure.
Flore. Oui, et à sa manière, elle fait un contre Bonnie and Clyde, puisqu'elle s'acoquine avec un truand et elle court et elle cavale avec lui, elle est en cavale avec lui. C'est vraiment... Beaucoup de gens l'ont ramené, peut-être ne sachant pas d'ailleurs le petit contentieux, si on peut dire. Bon, en même temps, c'est une actrice très professionnelle, elle sait que ces choses-là se passent. Elle n'a pas été choisie, voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de gens l'ont renvoyée à la sortie de Vanda à Bonnie and Clyde, un couple de truands, le road trip, la fuite des truands. Et elle en était... enfin, pour elle, c'était un contresens, et en effet, c'est un contresens. C'est-à-dire qu'il y a quand même une forme documentaire auquel elle était très, très attachée. L'idée que le cinéma soit sale, hein, c'est ce qu'elle voulait dans son cinéma. Et aussi, elle disait une chose qui m'a toujours paru intéressante. Elle disait, de toute façon, Bonnie and Clyde, ils sont trop beaux, ils sont trop glamour. Quand on est beau et glamour, on n'a pas besoin de tuer la terre entière sur son chemin. Et bon, c'est intéressant. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que Kazan ne lui donne jamais un premier rôle. Et comme on va le voir dans un instant, dans La fièvre dans le sang, donc Splendor in the Grass, elle joue un second rôle, puisqu'elle joue le rôle de la sœur du personnage masculin qui est joué par Warren Beatty. Calm down, everybody. Come on now. Just calm down. All right, boys, give me a second. Give me a second. Hey, you people, shut up in there. Everybody bring this old New Year in right. Yourself. You behave yourself, you hear me? Mr. Sanford and perfume is coming! Yeah, perfume for all the ladies. Light it up, ladies. Light up, get your perfume. Come on, get your perfume, all you ladies. Hey. Go on, you get in line too. It's up to you. It's gonna be a great year for both of us, boys. Dance with me, Dick. No thanks, Jenny. Boy, she's really plastered. Hello, Bill. That's all she can do to walk. Can you dance with me? Not right now, Jenny. Oh, I didn't know you were married. Hey, Charlie, look out! Hey! Hey, wait! Donc personnage inquiétant, débordante, transgressive, que la famille n'arrive pas à tenir, blonde hollywoodienne absolument archétypale. Est-ce que vous auriez envie de nous dire quelque chose sur justement cette manière qu'elle a eue d'être actrice avant
donc dans les films de Kazan, et dont elle est devenue actrice dans son propre film. Et quel est ce parcours, quelle est cette amplitude? C'est-à-dire, là, on voit l'actrice géniale que c'est. Le personnage qu'elle embrasse comme ça, c'est son père dans le film, La fièvre dans le sang, donc de Kazan. Ça dit plusieurs choses. Il y a la question de l'actrice qu'elle a été, hein, et des rôles qu'elle a incarnés. Cela dit, Kazan lui donne un rôle magnifique. Le personnage qu'elle incarne, c'est en effet, comme vous le dites, un archétype féminin du cinéma hollywoodien. Là, c'est la déréliction c'est le désespoir par l'alcool et aussi par une manière de s'exposer aux désirs des hommes. La scène qui suit, elle se fait violer dans une voiture par 6 ou 7 types de la fête. Hein, un personnage excessif, c'est une destruction pure, ce personnage-là. Oui, il y a quelque chose, parce que là, on voit bien que c'est toute la situation familiale, et puis le sacrifice du désir, du corps, de la personne, de l'intégrité, mais aussi du désir, de la pulsion. C'est vraiment le sujet d'une certaine manière, oui, on peut le dire quand même, hein, de la fièvre dans le sang qui raconte... comment dire, la relation au désir, la libido de l'époque. Hein. C'est un film sur l'empêchement, sur l'excès, sur la destruction. Mais ce qu'on voit, c'est non seulement l'actrice, mais on voit aussi le cinéma sur lequel elle se détache au fond. Hein. Elle est l'actrice d'un certain régime de production hollywoodien auquel appartenait de plein pied Kazan, avec, je dirais, une brochette de chefs-d'œuvre, hein, quand même. Et elle, quand elle va faire son premier film, alors que c'est une fille qui a commencé comme danseuse au Copacabana, hein, elle le dit beaucoup, elle vient des montagnes de Caroline du Nord, et elle est d'ailleurs, Michel Simon, qui connaissait bien Kazan et qui l'a rencontrée, disait c'était une montagnarde, tough girl. Tout le monde le dit, ça. Une fille assez rude, et donc qui n'a pas de culture cinématographique autre que celle, voilà, de l'apprentissage, des castings à New York, d'une volonté de faire, d'apprendre son métier. Elle est la femme, la compagne et la femme de Kazan, donc bien sûr, mais elle baigne là-dedans, oui. Mais quand elle choisit de faire cinéma, c'est tout de suite. Ça s'inscrit dans ce qu'on a appelé l'avant-garde new-yorkaise, enfin, un cinéma qui vient du documentaire. Elle choisit un chef-op qui vient du documentaire, Nick Proferes, qui a travaillé avec les frères Maisel, avec Lee Koch, enfin, de grandes figures de cette nouvelle vague, si on peut dire. Elle-même a vu la nouvelle vague, d'ailleurs. Hein. Un de ses modèles, c'est vraiment À bout de souffle de Godard. Donc c'est assez intéressant de voir à la fois ce qu'elle choisit de faire, ce contre-modèle de personnage qu'elle pose, ce qu'elle choisit de faire aussi, comme là, c'est l'actrice aussi dans une forme de virtuosité, hein, et de vérité, mais de virtuosité aussi, ce qu'elle choisit d'incarner, mais surtout la forme qu'elle donne à son œuvre. Hein. Et voilà. Alors, résumons. Résumons, c'est un mot qui revient à plusieurs reprises dans le livre Supplément à la vie de Barbara Loden. Donc nous allons résumer à ce stade. Où en sommes-nous? Dans le livre, il y a 3 fils. Il y a 3 fils tressés, possiblement distincts. Le premier de ces fils, c'est donc voir, revoir Wanda. Donc nous suivons finalement l'apparition du film sous votre plume. Le deuxième fil est plus directement lié à l'extrait qui va être projeté, à savoir l'enquête que vous faites sur Barbara Loden depuis son enfance. Quelle figure de la jeune américaine est-elle? Cette jeune américaine qui veut
en effet faire du cinéma, qui pose comme une pin-up sur un calendrier, qui est une espèce de double de Marilyn, qui rencontre Kazan, qui est à Broadway, et puis qui finit donc par faire ce film, et qui meurt ensuite donc en 1980. Elle fait son film à 38 ans, elle meurt 10 ans plus tard en essayant de faire un autre film sans le faire. Donc le deuxième film, c'est finalement une enquête extrêmement documentée, qui nous permet vraiment de découvrir littéralement à la fois un pan des États-Unis, un pan du cinéma, mais aussi une figure de femme très singulière. Et puis il y a un troisième fil dont nous allons parler plus précisément à présent, qui est donc le fil auquel vous écrivez à la première personne. Je. C'est plus Wanda, c'est plus Barbara Loden, c'est je. Peut-être est-ce vous. En tout cas, ce fil, c'est celui qui dit qu'est-ce que je fais avec ce livre, comment effectivement j'essaye de faire un livre, comment je suis partie peut-être d'une notice de dictionnaire pour finalement m'embarquer dans une histoire, qu'est-ce que je fais. Donc c'est ce troisième fil qui est très important et qui est tressé aux autres et qui fait que finalement l'ensemble tient. Donc peut-être que nous allons donner à entendre la façon dont ces fils se succèdent, se distinguent, pour mieux finalement interroger la méthode de votre livre. Résumons. L'histoire de cette femme est racontée par l'actrice et cinéaste américaine Barbara Loden dans un film de 1970, Wanda, le seul qu'elle ait jamais réalisé et dont elle est l'interprète. Barbara Loden est Wanda, comme on dit au cinéma. Pour écrire le scénario, elle était partie d'un fait divers lu dans les journaux de l'époque. Une femme avait été condamnée pour l'attaque d'une banque, son complice était mort, elle avait comparu seule devant le tribunal. Condamnée à 20 ans de prison, elle avait remercié le juge. Lorsque Barbara a été interrogée par des journalistes à la sortie de son film, notamment après avoir gagné le prix de la critique au Festival de Venise en 1971, elle a souvent dit combien elle avait été bouleversée par le récit de cette femme. Quelle douleur, quelle impossibilité de vivre peut-elle vous conduire à désirer l'enfermement? Comment peut-on être soulagé d'être incarcéré? Une femme apparaît dans les plis d'un drap sale, délaissant à regret le sommeil, ne s'éveillant que pour s'enfoncer dans l'épaisseur contrariante de l'existence. De quoi a-t-elle rêvé? De visages lumineux, de l'ordre calme d'une chambre, d'un geste de reconnaissance infiniment recommencé? Elle se redresse, aveuglée. Tout fuit, tout lui échappe. Elle ne fera plus désormais que s'égarer parmi des ombres. Tout se présentait bien. Je ne devais écrire qu'une notice dans un dictionnaire de cinéma. N'y mettez pas trop de cœur, m'avait dit l'éditeur au téléphone. Cette fois-ci, j'étais très sûre de moi, convaincue que pour en écrire peu, il fallait en savoir long. Je plongeais dans la chronologie générale des États-Unis, traversais l'histoire de l'autoportrait de l'Antiquité à nos jours, bifurquais vers la sociologie de la femme dans les années 50 à 70, compulsais avec entrain des encyclopédies, des dictionnaires et des biographies, accumuler des informations sur le cinéma vérité, les avant-gardes artistiques, le théâtre à New York, l'émigration polonaise aux États-Unis, engager de longues recherches sur les mines de charbon. J'ai lu des récits d'exploitation, appris l'organisation sociale des métiers de la houille, recueilli des informations sur les gisements de Pennsylvanie. Je suis devenue incollable sur l'invention des bigoudis et l'émergence de la pin-up au sortir de la guerre. J'avais le sentiment de maîtriser un énorme chantier dont j'extrairais une miniature de la modernité réduite à sa plus simple complexité. Une femme raconte sa propre histoire à travers celle d'une autre. Alors, pour raconter cette histoire, il y a une tentation dans le livre qui est de trouver des modèles. Alors, la narratrice lit Georges Perec, lit Pierre Michon, lit Emily Dickinson. Voilà, comment faire pour apprendre à décrire le plus platement possible une image. Et puis une autre tentation de la narratrice, c'est de se dire on en sait si peu qu'il faut tout savoir. Et la narratrice cherche, elle apprend.
je cherche, j'apprends. Dit-on sur le mode du refrain dans votre livre. Et en particulier, ce qui est cherché, ce sont des archives. Donc vraiment des archives littéralement qui permettent de documenter la vie de Barbara Loden. Donc une enquête qu'on pourrait faire en histoire. Donc rechercher la coupure de presse qui permet à Barbara Loden de décider de faire ce film. Relire toutes les occurrences dans les ouvrages parus sur le nom de Barbara Loden, aller à la prison où a été enfermée la véritable personne qui a finalement servi de modèle à Wanda, donc Alma Malone, qui a été donc incarcérée. Vous essayez de retrouver son dossier auprès du centre pénitentiaire administratif. Vous mettez vos pas dans les pas de Barbara Loden en retournant sur les lieux de tournage aux États-Unis. Et puis, une chose qui vous occupe donc beaucoup très précisément, c'est de retrouver le fait divers tel qu'il a pu tomber en quelque sorte sous les yeux de Barbara Loden. Vous essayez de mettre la main sur The Sunday Daily News de mars 1960 pour finalement éprouver, comme Barbara Loden a pu le faire, l'émotion, et de cette émotion-là, finalement, essayer de mieux comprendre ce qui s'est passé pour elle. Donc il y a une chose à un moment qui est extrêmement solide, très rigoureuse, c'est ce rapport aux archives. Oui, c'est important. La question de la documentation, d'abord parce que c'est un plaisir, c'est un évitement. Tant qu'on est dans la recherche documentaire, on n'est pas dans l'écriture. Et c'est vrai que c'est une jubilation. Là, il y avait en plus une sorte d'apax, c'est-à-dire comment faire alors qu'il n'y a aucun indice nulle part pour retrouver cette fameuse coupure de presse qu'elle a lue en 1960, l'immensité des journaux du week-end, où est-ce qu'elle était à ce moment-là. Enfin, bon, j'ai réussi, avec beaucoup d'aide merveilleuse sur mon chemin. Il se trouve que j'ai réussi à retrouver la coupure de presse. Donc, mais peu importe, là, ça devient une petite obsession, une sorte d'orgueil documentaire, on peut dire, et de petites victoires qui occupent d'autant plus de place qu'en effet, elle permet de différer la chose. Mais c'est aussi une forme, cette question documentaire, elle est aussi très importante parce que autant dans la modalité de l'enquête, je peux faire rentrer largement le roman, on peut dire la fiction, autant pour tout ce qui relève de Barbara Loden, il s'agit d'être scrupuleusement exact. C'est la moindre des... comment dire ? C'est pas une question de politesse, là, en l'occurrence, hein, mais à moins des amitiés qu'on puisse lui faire, que d'être rigoureux sur le détail. Donc, bien sûr, oui, l'enquête, bien sûr, les archives, leur matière, et bien sûr, les lieux aussi, hein, qui sont une forme d'archives vivante et déployée et mouvante, c'est important. Donc les archives, on l'a entendu aussi dans l'extrait que vous avez lu tout à l'heure, c'est aussi un motif littéraire. Il y a un inventaire un peu à la Prévert des archives possibles, parfois vous rêvez d'archives, mais ces archives, c'est aussi un motif visuel pour Barbara Loden, puisqu'on va voir dans l'extrait du film qui arrive tout de suite, comment finalement, presque littéralement, Barbara Loden a filmé la source qui inspire son film. Donc, dans le film de 70, on a presque la coupure de presse de 1960, qui est donc cette fameuse coupure qu'a retrouvée Nathalie Léger dans l'extrait que nous allons voir. On la voit donc avec ce truand qu'elle rencontre et avec lequel elle s'embarque. He left. Although the robber came in alone, he left, according to Mr. Maluki, with a female whom he wasn't able to see because he was lying behind the bar. Go ahead.
get me into? Huh? Huh? Get out. I didn't do anything. Read it again. Police are on the lookout for the couple. That's all it says. It says police are on the lookout for the couple. Get back to your comics. Alors, on change un tout petit peu d'ambiance et on a mis à l'écran l'image d'un joueur de baseball très connu des Américains qui s'appelle Mickey Mantle et qui, étrangement, a une place importante dans votre livre. On va peut-être vous entendre lire l'extrait qui lui est consacré et on en reparlera juste après. Si je peux me permettre, juste une chose pour l'extrait qu'on vient de lire, de voir. C'est la première fois, en fait, The Couple, elle fait couple avec le type qui l'a embarqué. Elle ne sait même pas qu'il venait. Elle découvre dans le journal ce qui leur est arrivé. Et c'est étonnant parce que c'est au moment où, au fond, enfin, c'est un vrai couple. Il lui dit d'accord, bah, vas-y. Elle choisit de rester. Il redémarre. Enfin, il y a quelque chose qui est en train de se nouer. Ce qui était jusqu'à présent le fruit d'une rencontre tout à fait hasardeuse est en train de se nouer dans une de ces scènes-là. Oui, elle fait corps avec la faute. Elle choisit de rester. Alors, à l'écran, c'était donc le personnage de Mr. Dennis, ce petit truand qui est joué par l'impeccable Michael Higgins. Nous passons à un autre impeccable joueur de baseball, Mickey Mantle. Mickey Mantle, qui fait donc partie de ces témoins que l'enquêtrice va trouver pour obtenir des informations pour écrire sa notice. Ça commence au début Page du passage. 135. Hein. C'est ça, oui. Il faudrait que vous rencontriez Mickey Mantle, m'avait dit Fred Wiseman au début de ma recherche. Il a bien connu Barbara Loden lorsqu'elle dansait au Copacabana. Vous devriez le rencontrer, on ne sait jamais. Je me renseigne. Mickey Mantle est le joueur de baseball des années 50 le plus célèbre de l'équipe des Yankees de New York, après Joey DiMaggio, en tout cas la frappe la plus puissante, une des icônes de l'Amérique populaire. Je me suis alors rendue à Scranton, où il passait quelques jours, et nous nous sommes retrouvés dans l'entrée du Houdini Museum, qu'il vient régulièrement visiter, dit-il, parce qu'il règne ici, dans ce panthéon minable dédié au roi de l'évasion, un désordre salutaire autour d'une idée reposante. Il prend une large inspiration. Ici, les choses s'en vont. Il expire bruyamment, mais c'est ici qu'elles reviennent. Il rabat un peu la visière de sa casquette et s'assoit sur l'une des banquettes du vestibule de ce musée installé dans une minuscule bâtisse bancale du 1433 North Main Avenue. Derrière nous, au-delà de ce qui sert de caisse, le Houdini Tour s'exhibe en quelques salles obscures et désordonnées. Les fenêtres sont occultées, les murs recouverts de vieux documents, affiches, portraits, gravures, menus objets et reliques trafiqués, une scène,
Un rideau enlamé, des pompons, des festons, quelques chaises pliantes pour le show. Do spirits return? L'esprit de Barbara reviendra-t-il, me demande Mickey Mantle en clignant des yeux. Il est vieux, il a dû être roux, un sacré coureur. Il se lève pour se rendre à la machine à boisson et perd un peu l'équilibre. Il est allé trop vite. Maintenant, il me parle debout, une canette de Sprite à la main, l'autre appuyée sur la machine. Il est petit, compact, concentré sur une douleur ancienne. Il dit « On l'oublie souvent, mais Harry Houdini s'est adonné au spiritisme tardivement alors qu'il l'avait combattu toute sa vie. Et il s'y est adonné avec passion, dans l'espoir fou d'entrer en contact avec sa mère morte en 1913. À la même époque, je crois, votre Proust faisait la même chose avec l'écriture, non? Je revois mentalement mes notes. Mickey Mantle, un héros des New York Yankees, une belle bête typiquement américaine, le visage régulier, les yeux un peu atones mais un sourire plein de fossettes, l'enfance pauvre, le travail à la mine dès 12 ans, un batteur du tonnerre, célèbre pour ses 560 coups de circuit, le corps basculé en arrière puis projeté dans un swing accablant, buvant sec, aimant les filles, le foie crevé, une bonne brute made in USA. Mickey Mantle est en train de me parler de Marcel Proust. Il revient s'asseoir près de moi, étend une jambe en grimaçant, soupire et d'un air contraint me raconte qu'il s'est un peu intéressé à tout ça quand un éditeur lui a demandé d'écrire ses mémoires. Il a refusé d'être aidé. C'est comme si quelqu'un tenait ma batte. Et il s'est retrouvé seul à sa table. Le pire, ce sont les mots. C'est la lenteur, dit-il en sirotant sa canette, la concentration qu'il faut pour trouver ce qui va ensemble. L'assemblage d'une seule phrase. Je ne savais pas que former une phrase était si difficile, toutes les manières de la faire, même la plus simple. Dès que c'est écrit, toutes les hésitations, tous les problèmes. Comment décrire le trajet d'une balle? J'y ai passé des heures. Mes amis me disaient « Vas-y, détends-toi, raconte les virées, les trophées, les histoires du club, les alliances, les rivalités, la folie en ville les jours de match, et toutes les filles que tu as eues, et ta maison, le respect pour ta femme et l'amour des gosses. » Mais moi, je voulais décrire le trajet d'une balle, l'air, le froissement de l'air, l'espace, le trou que la balle fait sur le fond, la forme et la déformation quand elle m'arrive dessus et son tracé exact quand elle repart. Celui que je conçois en esprit 1/1000 de seconde avant de la frapper, après je ne regarde plus, je suis déjà partie, je ne la regarde pas, je la surveille, c'est autre chose. Voilà ce que je voulais raconter. Et la foule, la masse qu'elle fait lorsqu'elle a le souffle coupé. Je voulais raconter ce qui était en plus et je voulais raconter ce qui manquait. Le supplément. Alors cet extrait est absolument savoureux, non seulement parce que cette rencontre entre un joueur de baseball et Marcel Proust est assez drôle, mais aussi parce qu'on est un peu au cœur de votre entreprise et de votre rapport à l'archive, dont Frédéric disait tout à l'heure qu'il était à la fois rigoureux, mais aussi inventif. Et on a ici donc la preuve que vous savez fabriquer une archive et que vous allez le raconter peut-être plus en détail, mais moi, quand j'ai lu votre livre la première fois, j'ai cru à cette scène totalement, c'est-à-dire que je ne me suis absolument pas méfiée et j'ai vraiment pensé à la fois que Mickey Mantle avait lu Proust et qu'il avait eu envie d'écrire ses mémoires et qu'il était vraiment un écrivain en plus d'être un très bon joueur de baseball. Et puis, il m'a fallu plusieurs lectures, et puis il m'a fallu parler avec vous, en fait, pour comprendre que je n'avais peut-être pas lu tout à fait entre les lignes et que je n'avais pas saisi l'enjeu que revêt une telle scène et dont vous allez nous parler. Mais si, vous avez bien lu, au contraire. Et si je vous entends, Nathalie, à ce moment-là, il n'y a pas meilleur archiviste que le romancier. Parce qu'au fond, ce n'est pas une archive que j'ai créée, c'est tout simplement un bout de roman, enfin, du roman. Et comme je le disais tout à l'heure, les aspects documentaires et romanesques, la question de la documentation du roman et de l'autobiographie, pour moi, sont entremêlés. Et c'est ça qui fait la matière de l'écriture, c'est ce qui m'intéresse à bâtir, je dirais. Mais
vous n'avez pas été seul crédule, parce que je dois avouer que j'étais un peu gênée quand mon éditeur, Paul Tchaikovsky-Laurence, m'a dit « Et alors ?» Il avait des étoiles dans les yeux. « Et alors, vous avez rencontré Mickey Mantle ?» Et je n'ai pas osé le décevoir. Et puis ça m'amusait, au fond, parce que c'est quand même le but. Si on peut même emporter son éditeur, alors c'est qu'on n'est pas un mauvais romancier. Et peut-être que c'était pour moi quelque chose d'intéressant à confirmer. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, l'archive permet de différer le moment de l'écriture, mais elle rassure aussi sur... l'archive est une sorte de, comment dire, d'affinité avec le réel. J'allais dire, c'est d'hommage rendu au réel, à la réalité, en tout cas, à la réalité. Et c'est un voisinage, un compagnonnage passionnant. Là, c'est l'archiviste, entre guillemets, qui parle. Mais au fond, le roman est exactement l'autre bout par lequel on est aussi dans ce compagnonnage, dans cette bagarre, dans cette aventure avec la réalité. Donc, mais les deux me paraissaient logiques. Et je donnais, me semblait-il, une clé, c'est que ça se passe dans ce petit musée qui est vraiment le musée, le Houdini Museum. Et alors là, c'est surprenant, hein. On est dans un endroit paumé en Pennsylvanie, donc vieille cité minière. Et il y a un musée Houdini qui aujourd'hui est... Enfin, quand j'y suis allée, j'espérais qu'il soit ouvert. Il était fermé, mais il y a un site du Houdini Museum où on voit beaucoup, beaucoup de choses. Et il existe en tant que tel. C'est une toute petite bicoque dans une rue avec des bicoques à peu près similaires à celle-là. Et il me semblait que faire cette rencontre dans un lieu destiné à des fantômes, d'une part, et à des fantômes de magiciens, d'autre part, c'était déjà indiqué que ce pauvre Mickey Mantle, qui est mort en 1995, ne pouvait être que... donc j'étais dans le roman, mais je donnais les clés. Attention, ici, roman. Bon. Mais c'était d'abord un jeu. Et les Américains s'y sont pas trompés. Et vos lecteurs américains. Voilà. Les Américains s'y sont pas trompés. Et pour eux, le fait de mêler mensonge et vérité, je crois, est pour eux insupportable. Hein. Cela dit, oui, le roman a donc été traduit aux États-Unis, il a été très bien reçu, mais chaque fois, j'avais une question qui était posée sur Mickey Mantle. Non, ça passe pas. En plus, c'est un héros, donc j'avais fait redescendre le héros sur Terre pour mes petites affaires. Puis je pense que ça les a choqués. Mickey Mantle qui a cet art fou du coup du swing, comme on dit en baseball, cette figure tellement subtile. Hein. Puis c'est un jeu, c'est un mythe, le baseball aux États-Unis. Donc ce héros, il trouvait peut-être dévalorisant que je le ramène à Proust, à cette trivialité de l'écriture. Alors, il y a une autre rencontre qui est importante et peut-être qui est moins de fiction, vous allez nous le dire, si on peut voir la photo 9. C'est que voyant Wanda, vous représentez aussi une scène qui a pu possiblement faire partie de votre vie à laquelle vous n'avez pas accédé, qui est donc celle du divorce, en tout cas de la mère de la narratrice, et que vous décrivez comme si vous décriviez finalement de manière déplacée Wanda à la page 42, Cap 3000, et située entre Nice et Cagnes-sur-Mer. Nathalie Léger. Cap 3000 est situé entre Nice et Cagnes-sur-Mer, sur la rive droite du Var, près de l'embouchure du fleuve. L'emplacement correspondait à une vaste zone marécageuse en bord de mer, un no man's land situé dans un endroit stratégique à la croisée des voies de communication, tout proche de l'aéroport Nice-Côte d'Azur.
À son inauguration, le 21 octobre 1969, le centre commercial, le plus grand centre commercial français de l'époque, inspiré du modèle américain, se voulait ultramoderne, comme on disait alors, futuriste, une œuvre de visionnaire, disait la presse. La première plaquette de promotion du centre indiquait « Cap 3000 est un centre de vie où, dans une agréable ambiance, le rêve et la détente se mêlent aux nécessités de la vie de tous les jours. » Sur les dépliants d'époque, on voit bien la piscine construite sur le toit et dont le plafond transparent permettait aux clients du centre commercial d'observer par en dessous les baigneurs. On voit les balancelles de couleurs vives, les larges allées éclairées, les dallages, les verrières immenses, les luminaires et les accessoires. Ma mère m'a raconté qu'en sortant du tribunal où la séparation d'avec mon père venait d'être prononcée, elle m'a raconté ce jour-là, le jour où nous regardions Vanda sur le petit canapé de son salon qu'elle avait, quittant le tribunal de grâce, alors qu'elle venait de perdre, sous la violence de ce qui lui avait été infligé, toute coïncidence avec elle-même, ne désirant, pensait-elle, c'est ce qu'elle m'a dit, ne désirant qu'une seule chose, rentrer à la maison, retrouver ses enfants. Elle m'a appris ce jour-là qu'elle avait erré des heures durant à Cap 3000. Puis, la nuit tombée, sur le bord de mer jusqu'à Nice, où elle avait vécu enfant, je reprends, pardon. Elle m'a appris ce jour-là qu'elle avait erré des heures durant à Cap 3000, puis la nuit tombée sur le bord de mer, jusqu'à Nice où elle avait vécu enfant, ne pensant à rien, n'éprouvant rien, tombant, le temps passant, dans une tristesse mortelle. Pardon. Alors, on ne va pas montrer l'extrait 10, mais la photo 11, passée du divorce au marié. Nathalie. Donc, qui est la photo de Pipa Bacca, l'artiste à laquelle vous avez consacré votre dernier livre, La robe blanche, dont vous allez peut-être nous raconter brièvement l'histoire, qui est en tout cas une femme artiste qui s'est promenée sur les routes d'Europe habillée en mariée, et qui était une forme de fausse mariée, tout comme Vanda, dans le film, qui à un moment arbore une couronne de mariée, tout en étant toujours embarquée avec son truand pour un voyage de noces un peu funeste. Donc, il y a chez vous la présence de ces mariés qui se baladent sur les routes avec des hommes pas vraiment protecteurs ou sans hommes, et en tout cas très exposés. À vrai dire, vous dites embarquer avec un truand. Je n'avais pas remarqué qu'il y avait aussi l'idée du couple dans Pipa Bacca. Là, ce à quoi vous faites référence, ce à quoi vous renvoyez, c'est donc le sujet de mon dernier livre, et c'est l'histoire d'une artiste italienne qui, en mariée, s'est lancée sur les routes d'Europe dans le cadre d'une performance en autostop. Donc cette fille, une artiste milanaise, a fait 1000 ans à Jérusalem dans sa robe de mariée. Et elle s'est fait prendre au sud d'Istanbul par un homme qui l'a violée, tuée et laissée enterrée dans un petit sous-bois au sud d'Istanbul. Donc, alors, pour moi, il n'y avait rien à voir entre Supplément à la vie de Barbara Loden et La robe blanche. Rien à voir, sinon cette figure de la mère qui, sur ces 3 livres-là, l'exposition Supplément et La robe blanche, courait, parce qu'il y avait un certain nombre de choses à en dire. Mais en effet, il y a cette figure de la mariée, ou en tout cas de la robe blanche. Mais au fond, c'est aussi que c'est une figure avec laquelle, enfin, c'est presque une figure anthropologique, hein. C'est aussi une grande figure de l'histoire de l'art, et beaucoup de femmes artistes au cours du XXe siècle, du second XXe, comme on dit, s'en sont emparées sous toutes les formes, picturales, sculpture, enfin, je veux dire peinture, sculpture, performance, et au fond, s'en sont emparées aussi pour, à la fois pour dire le symbole, le signe, et
toute leur volonté d'en découdre avec ce signe, disons, d'une pureté, l'immaculé de ce qui est aussi un support de projection. Hein, je disais tout à l'heure l'épreuve peut-être de l'illusion, en tout cas la blancheur de cette robe de mariée qu'on retrouve, oui, je le vois après coup. Un lecteur m'a fait un jour la remarque et j'en ai été presque stupéfaite. Mais en tout cas, c'est une manière de s'inscrire dans ce commun, dans ce signe partagé, le signe d'une longue histoire, d'abandon et d'aliénation, de construction et de défaite, la vie, quoi. Mais c'est un signe qui a mérité, et beaucoup d'artistes le montrent, qui a aussi mérité la transgression. Et ça, c'est tout ce que les artistes femmes ont pu faire de ce signe-là. C'est sans doute tout à fait ce que Barbara Loden cherchait, en quittant, pour revenir à la première image, en quittant cette Vanda en soutien-gorge noir sur son canapé, et soudainement on la retrouve, on ne sait pas pourquoi, dans ce blanc immaculé, avec un petit bonnet blanc qui cache ses bigoudis blancs, sur ce fond noir, et sur le fond en plus d'une destruction, parce qu'une mine, c'est ça. Et elle travaillait aussi là-dessus. Donc ça, c'est comme si ça adhérait à l'histoire des femmes. Alors, nous arrivons presque à la fin de la séance sur cette photographie. Pipa Baka sourit. Pipa Baka, qui est donc la femme que vous avez suivie dans votre dernier livre, La robe blanche. Et nous voulons finir avec un autre sourire, donc celui de Barbara Loden, que nous allons voir donc dans une archive que vous avez retrouvée, une archive télévisuelle de Dick Cavett Show de 1971. Et cet extrait d'archive qui va conclure la séance est aussi directement relié à une phrase que vous écrivez dans Supplément à la vie de Barbara Loden, et qui est « Pour se défendre, elle sourit, souvent ». Very determined, huh? Very determined. Well, I suppose you ran into a certain amount of trouble trying to raise money these days when it's tight for a movie? Yeah, but not because I was a woman, just because it's hard to get money for anything. It wasn't because you're a woman. No. I'm glad to hear that. Maybe things are getting better for women. Yeah, well, I think it helps sometimes to be a woman. Yeah. But when it comes to trying to make a picture, I think it's difficult for anyone to get someone to let them do it. They say it's nearly impossible. Yeah. If you could read the list of names of famous stars who are sitting at home, Yeah. knowing how popular they are and not working, it would be Well, depressing. that's why I went and made my own movie. And you did, but you really made your own movie. Yeah, I mean, you had yeah. a three-man crew, which Yeah. filmmakers know is impossible, supposedly. Well, Why it's is not that? really. It's easier that way because you don't have all those bored people standing around, and you don't have to. Getting paid. Yeah, getting paid. That's right. Yeah. But it's about a girl who robs a bank, Wanda. I know No, that much about it. It's No. not about a girl who robs a No, bank. not It's about a chimpanzee who learns to go to school. No. It's not about a girl who robs No. a bank. Guess. It's about a boy who robs a girl? No, it's about. I just thought I'd guess what it was about. No. Tell us what it's about. Okay, I will. It's about a girl who gets hooked up with a man who wants to rob a bank. So I was close. Yeah, close. Oh, it's But amazing. they're not really cut out for doing that sort of thing, and they don't succeed in it. And you said somewhere that it was about your life in an interview that I Well- read. You never did actually that, did you? Well, if you did, you don't have to talk about it, but I'd like it if you did. Well, no, what I meant was that
the girl, the character in the movie, is very much the way that I used to be, in the sense of she just sort of floats around and doesn't really know what to do with herself, and until somebody else tells her what to do, and depends on what person you get hooked up with that tells you what to do as to what the results will be. And she gets hooked up with the wrong person. Merci beaucoup Nathalie Léger. Et nous vous donnons rendez-vous donc pour la prochaine séance au mois de février. Nathalie? Oui, merci Nathalie. On voulait rester sur ce visage souriant de Barbara Loden qui nous change un tout petit peu de Wanda. On est désolé, on n'avait pas de sous-titres pour cet extrait, mais vous aurez compris l'essentiel, en tout cas cette manière qu'elle a de s'affirmer et de dire d'une certaine manière qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même.